Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices et virus. On se retrouve pour le 64e épisode de notre podcast hebdomadaire sur l'actualité footballistique de la semaine. Et en temps de trêve internationale, on ne parlera bien sûr quasiment que de sélection puisque c'est l'actualité principale, que ce soit la Ligue des Nations, également les qualificatifs pour la CAN. Par contre, les championnats mineurs, eux, continuent, notamment tout ce qui concerne la nationale française. Donc, on va pouvoir avoir quelques résultats, notamment ceux de Bordeaux, à ce niveau-là. Et pour parler de ce qui s'est passé ces derniers jours dans l'actualité footballistique, je serai accompagné d'Alexis Bonsoir. et de Jeff. Bonsoir à tout le monde. Et donc, avant de parler donc du football de sélection, on peut parler rapidement de ce qui s'est passé au niveau des divisions inférieures, notamment, comme je l'ai indiqué, par rapport à Bordeaux. Du coup, Alexis, Bordeaux a joué ce week-end, enfin, le week-end dernier, pardon, vu qu'on est lundi. Que s'est-il passé, du moins du côté de Bordeaux, et éventuellement dans son groupe, sa division? Alors, ce qui s'est passé du côté de Bordeaux, pour leur deuxième match en National 2, on était en déplacement sur la pelouse de Dinan-Léon, club de la région bretonne. Voilà, on savait d'entrée que ça allait être une nouvelle fois compliqué, comme c'était compliqué face à Poitiers la semaine dernière. Donc voilà, ce deuxième match pour les Girondins, c'était déjà la 4e journée, et donc on tombe encore contre une équipe qui avait déjà 3 matchs dans les jambes, qui avait une préparation ensemble, ce qui n'est pas notre cas. On va pas refaire l'histoire. Au niveau du match, c'était la première défaite des Girondins cette saison, défaite 2-1. Il y a eu quelques petites choses, quelques bonnes choses du côté bordelais, mais clairement, on sent une équipe qui se connaît pas, enfin qui commence à se connaître, mais pas assez comme les autres équipes de National 2 et du groupe des Girondins peuvent se connaître. Donc voilà, il va falloir du temps. Pour construire quelque chose. Pour espérer quelque chose, ça c'est une autre histoire, parce que concrètement, à part le maintien, on va pas forcément espérer grand-chose. Donc voilà, de toute façon on le savait, hein, on pensait, cette saison va être compliquée avec un effectif qu'on a construit en deux temps, 3 mouvements. Il y a notamment Cédric Yambéré, donc qui a été qualifié pour jouer le week-end dernier face à Dinan-Léon, titulaire d'entrée de jeu. C'était pas terrible. C'est sur le 11, hein, de toute façon, on sait que c'est pas terrible, hein, voilà. Mais je ne cesserai de le dire que j'ai du respect pour tous ces joueurs qui sont venus pour essayer de faire quelque chose avec le club. Donc voilà, une défaite. On est 14e actuellement, mais on a quand même 2 matchs en retard. Donc voilà, pour le coup, c'est comme la semaine dernière. Non, j'ai un peu moins de trucs à dire sur celui-là, parce que même le coach l'a dit, Dinan-Léon mérite totalement sa victoire. Donc voilà, à partir du moment surtout où on a un coach qui dit que le club adverse mérite sa victoire, voilà, pour moi on est totalement à l'opposé de ce que pouvait faire Riera, par exemple, qui comprenait pas les défaites, même quand tout le monde le voyait qu'on perdait, quand on était en Ligue 2, pardon. Donc voilà, à partir du moment où le coach a reconnu ça, pour moi il n'y a pas grand chose de plus à rajouter sur celui-là. La prochaine rencontre qui aura lieu donc le week-end prochain, donc le samedi prochain,
On recevra Bourges, on en reparlera tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure sur le classement, mais Bourges, qui était l'ancien leader de National 2, qui a perdu sa place ce week-end. Petite info, qui n'en est pas une parce qu'elle a été sortie elle a été sortie samedi lors de la diffusion du match. A priori, le match face à Bourges devrait se jouer donc au Matmut Atlantique. Il y a des infos qui tournent dans ce sens. La métropole veut mettre en demeure le responsable. Donc voilà, pour que... Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend très bien. Si, on t'entend. Ça coupe des fois, donc voilà, c'est pour ça. Donc la métropole veut mettre en demeure le responsable du stade pour que ce stade ait un club résident et que même en National 2, ce stade, c'est Bordeaux qui doit y jouer. Et puis personne d'autre. Donc voilà, maintenant je pense que peut-être demain ou après-demain on en saura un tout petit peu plus pour savoir si vraiment ce match aura lieu au Matmut Atlantique. Et si vraiment il pouvait avoir lieu là-bas, ce serait une très très bonne nouvelle. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le match des Girondins. Sur les autres scores de ce groupe. Ils sont là. Donc, je le disais, Bourges, l'ancien leader, qui a perdu sa place parce qu'ils ont perdu à domicile contre Châteaubriand 3-2. Saint-Privé-Saint-Hilaire qui est allé gagner à Granville 5-2. Le Poiré-sur-Vie qui a battu Avranches 2-1. Un partout entre Saint-Colomban, Locminé et Blois. Le Stade Poitevin Poitiers qui a perdu à domicile face à Saumur. La Roche-sur-Yon qui a perdu aussi à domicile contre Saint-Brieuc 3-1 et Saint-Malo qui est allé gagner aux Herbiers 2-0. Donc ça, ce match-là était vendredi. Et au niveau du classement, donc, comme je l'ai dit et le redis, on a un nouveau leader avec Saint-Privé-Saint-Hilaire qui est en tête avec 10 points. Deuxième, Saint-Malo et Blois avec 8 points. Saint-Colomban-Locminé, Bourges, Saumur aux places 4, 5 et 6 avec 7 points. Châteaubriand est 7e avec 6 points. 8e, Stade Briochin avec 5 points, comme Dinan-Léon, 5 points. Poitiers, 10e avec 4 points. Avranches, 11e avec 4 points. 12e, c'est le Poiré-sur-Vie avec 3 points. 13e, les Herbiers avec 2 points. Et dans la zone des relégables, Bordeaux, La Roche-sur-Yon et Granville avec 1 point, mais Bordeaux qui a 2 matchs en retard. Et sur la prochaine journée, on va avoir vendredi Saint-Brieuc qui va recevoir les Herbiers, Avranches qui va recevoir Poitiers, Saint-Malo qui va recevoir Granville, et samedi, Blois qui recevra le Poiré-sur-Vie, Châteaubriand, La Roche-sur-Yon, Saumur, Dinan-Léon, Saint-Privé-Saint-Hilaire, Saint-Colomban, Locminé, et Bordeaux qui recevra Bourges, tout ça à 18h. Puisqu'on est également en National 2, je vais donner vite fait, pas les scores, mais les leaders des autres groupes. Bien sûr. Dans le groupe A, c'est Rumi-Vallière et Hier et Jura Sud et Fréjus qui sont en tête avec 8 points. Donc dans le groupe B, on l'a dit, qu'on passe. Et dans le groupe C, c'est Bobigny qui est en tête avec 12 points. Deuxième, Créteil avec 10 points. Et troisième, c'est Balagne avec 9 points. Voilà. Donc parler de cette division permet de faire découvrir des clubs. Donc voilà, moi personnellement, ça me plaît. Par contre, non, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire sur le championnat national 2. Et si tu veux que j'enchaîne sur les scores et le classement du championnat national. Alors, juste avant de passer sur le championnat du national, il y a quelque chose qui me taraude, c'est que quand tu dis que la métropole veut mettre en demeure la société d'exploitation du stade pour que Bordeaux puisse être dessus, mais pour que Bordeaux, enfin le club, puisse être là-bas,
il faut d'une part qu'ils aient le budget pour assurer la sécurité, qui représentait une somme non négligeable quand même par rapport au budget de Bordeaux en national, et également qu'il y ait un accord au sujet du prix à payer, enfin du prix à régler pour que le club puisse y être. Et s'il n'y a pas l'un et l'autre, ben c'est logique qu'il puisse, enfin c'est sur le principe, hein, logique qu'il puisse pas y être. Donc comment tu peux, enfin c'est bizarre quand même de mettre en demeure, sauf si les deux conditions sont déjà réunies et que là par contre la société de concession dit quand même non. Là je comprendrais, mais on n'a pas, enfin j'ai pas vu d'informations indiquant que à combien Bordeaux éventuellement paierait ou si c'est gratuit, si ça soit dessus, et éventuellement comment ça va se passer par rapport aux frais liés à chaque match, puisque en termes de sécurité, etc., ben, c'est un budget, je sais plus, c'était quoi, 50 000, c'est ça? Par match, ils avaient sorti le chiffre. Oui, Et oui, oui. Mais a priori, pour le coup, ce que je peux dire, c'est ce que j'ai lu après, hein, est-ce que ce sera ça? La métropole serait prête à, comme tu as dit, s'asseoir sur le loyer, enfin sur ce que les Girondins pourraient payer comme loyer au stade, enfin, du stade. Donc concrètement, ça voudrait dire qu'ils joueraient gratuitement. Hein. Maintenant, si même la métropole s'assoit devant Gérard Lopez, voilà, hein, il est en train de réussir ce qu'il cherchait. Et la deuxième, je t'avoue que j'ai pas plus d'informations, mais on va dire que c'est plus abordable de faire des matchs dans ce stade parce que ça évite. Non, parce qu'on l'a vu l'an dernier en Ligue 2, il y avait quand même eu des affrontements entre les deux groupes de supporters. On va dire que c'était plus facile de gérer ces deux groupes dans le stade plutôt que là où on a joué la semaine dernière sur un stade qui contient 5000 places, il me semble. Donc voilà, s'il faut jouer dans ce stade, ben, limite, ça sera toujours à huis clos. Donc, il vaut mieux qu'on joue au Matmut et qu'à la rigueur, ben, que le club ne paye pas de loyer. Mais forcément, ça sera. Enfin, faut voir comment ils vont recevoir de l'argent sur la présence dans le stade. Comme j'avais déjà dû le dire, je pense que même en National 2, et puis ça s'est prouvé la semaine dernière, Bordeaux s'est rassemblé. Je dis pas qu'il y aura 15 000 personnes à chaque match, mais je pense que si on peut faire 8-10 000, ça sera déjà pas mal, surtout en National 2. Pour la deuxième, pour la question, je ne sais pas. Et selon toute vraisemblance, les élus de l'opposition, enfin tout le monde à Bordeaux serait contre la vente du stade. On va dire que maintenant chacun prêche pour sa paroisse. Le maire actuel penche pour un repreneur. L'ancien maire de Bordeaux penche pour un autre repreneur. Donc on va dire que c'est un peu celui qui placera son repreneur qui voilà, c'est un peu le bordel. Et a priori, c'est ça l'info que je voulais vous donner la semaine dernière, c'est que Fenway serait en train de se retirer du club. Donc ça c'était mardi soir, mais a priori il y aurait eu une réunion mercredi matin pour parler de tout ça. Lopez ne voudrait plus vendre et voudrait à tout prix se refaire. Donc mais avec quoi? Il veut se refaire avec quoi? S'il veut, il me reste 2 pistaches. C'est tout ce qu'il va gagner. Donc voilà, mais exactement. Mais c'est vrai ce qui bloque, ce serait qu'il voudrait un retour, je sais plus comment on dit, un retour sur l'investissement. Ouais, voilà, un truc comme ça. Ça veut dire qu'il voudrait récupérer une partie de son argent. Si on remonte à la rigueur en Ligue 2, voire en Ligue 1, ça c'est pas donné. Hein. Donc voilà, faut que ce monsieur dégage. Tout le monde à Bordeaux n'en peut plus de lui. Il faut
qu'il s'en aille, quoi. Et c'est plus possible. Donc, voilà. Et si la dernière info, c'est pareil, hein, c'est des suppositions. C'est que des personnes au tribunal de commerce, en fait, seraient des proches de certaines personnes qui elles-mêmes seraient des proches de Gérard Lopez. Donc, on va dire que c'est un peu un micmac un peu incompréhensible. Le tribunal de commerce ne serait pas pour la liquidation judiciaire, voudrait laisser Lopez à la tête du club. Donc, c'est un peu un bordel sans nom. En fait, il faudra inviter des personnes qui sont plus calées sur le sujet. Donc voilà en gros ce que je pouvais dire sur ça et sur ce que tu m'as demandé. Ok, merci pour les informations par rapport à cela. Ben, en gros, si on comprend bien par rapport à la situation de rachat, chacun veut passer pour le héros, quoi. Tout simplement. Voilà, c'est ça. Chacun veut dire, ah tiens, c'est moi qui a trouvé le repreneur qui fait que derrière le club pourra aller. Oui, c'est compréhensible. De toute façon, les municipales, il me semble que c'est l'année prochaine. 2026. Ouais, bon. Oui, du coup, dans 2 ans, vu qu'on est encore en 2024, mais l'année prochaine, si on part du principe où on est quasiment en 2025. Et c'est. Le maire actuel penche pour Bruno Fiesé. Alors lui, c'est comme Lopez. Hein. Il veut racheter le club, sauf que c'est pas son argent. Donc voilà. Et ce monsieur voudrait, c'est ce qu'il dit. Hein, c'est les fameux on-dit, vous savez, qui attendraient juste la liquidation judiciaire pour repartir de plus bas. Et l'ancien maire de Bordeaux pencherait a priori pour un investisseur qui lui est local. C'est Patrice Pichet qui fait un truc de bâtiment, il me semble. Donc voilà, Fenway à mon avis, je pense que c'est mort et ça voilà. Mais le fait d'avoir déjà 118 millions, plus de 118 millions de dettes à l'heure actuelle, ça bloque beaucoup de choses. Soit on parle d'une liquidation judiciaire, ou soit il faut étaler les dettes comme c'était prévu par le tribunal de commerce. Mais de toute façon, il y a un rendez-vous là, pas mardi demain, mais mardi dans 8 jours. Il repasse devant le tribunal de commerce pour voir déjà comment c'est actuellement. Donc voilà, c'est encore des belles infos à vous donner, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Disons que pour un mec qui est dans le BTP, il a un bon chantier qui l'attend, c'est déjà bien pour lui. C'est ça. Voilà. Exactement ça. On peut dire ça comme ça. Un sacré merdier surtout. En effet. Il me semble que t'as pas donné les résultats pour le national, c'est ça? Ah oui, effectivement. Donc on te laisse avant de passer aux sélections. Les résultats du national, du championnat national. Donc c'était la 4e journée également. 0-0 entre Le Mans et Dijon. Nancy qui a battu Villefranche-Beaujolais 2-0, 3-1 pour Valenciennes face à Châteauroux, 2 partout entre Nîmes et Rouen, Paris 13 Atlético et Sochaux ont fait match nul 1 partout, Quevilly-Bourg-Perronel 0-0, Aubagne-Versailles 3-3 et Concarneau qui est allé s'imposer sur la pelouse d'Orléans 3-2. La semaine prochaine, Dijon, Paris 13, Villefranche, Aubagne, Boulogne, Le Mans, Sochaux, Nancy, Concarneau, Nîmes, Châteauroux-Quevilly, Rouen, Valenciennes, Versailles et Versailles-Orléans qui aura lieu dimanche. Et au niveau du classement, c'est Valenciennes qui est en tête avec un match en moins, avec 9 points. 2e Nancy avec 8 points. 3e Boulogne et Concarneau avec 7 points, mais Boulogne a un match en moins. 5e Orléans avec 6 points, mais également un match en moins. 6e Versailles, 6 points aussi. 7e Aubagne, Le Mans, Bourg-Péronnas avec 5 points. 10e Sochaux et Nîmes avec 4 points, comme Quevilly 4 points aussi. 13e Châteauroux, Paris 13 avec 3 points. 15e Villefranche-Beaujolais avec 2 points, comme Rouen 2 points. Et 17e, parce qu'on rappelle qu'ils sont que 17,
Donc 17e, c'est Dijon avec 1 point. Merci de ces informations pour le national. Bon, bien évidemment, la Ligue 2, ça ne reprend pas puisque étant aussi en pause par rapport aux compétitions internationales. Et donc cette fois-ci concernant la Ligue des Nations qui a lieu d'ailleurs aussi aujourd'hui, en ce moment même, hein, certains matchs ont lieu dans les différentes ligues, que ce soit la Liga, la Ligue A, pas la Liga, la Ligue A, où la France joue contre la Belgique et Israël contre l'Italie. D'ailleurs, c'est la mi-temps. Sur ces matchs-là, la France est en train de gagner, l'Italie également. Bon, après, là, que la France gagne contre la Belgique, on dira que c'est un peu habituel. C'est une habitude. Ce sont les petits frères en matière de foot, donc c'est un peu normal. Mais l'Italie qui est en train de, mine de rien, d'enchaîner également. Encore une fois, un interiste marque. Pour le coup, c'est Fratesi qui met son deuxième but en 2 matchs. Là, Di Marco, qui a été buteur contre la France, donc je reviendrai dans quelques instants sur le match de la France contre l'Italie, là se mue en passeur pour lui. Un but 100% Inter, entre parenthèses. Mais pour notamment parler de la prestation française contre l'Italie, il y a eu au tout début du match, victoire de l'Italie 3-1 d'ailleurs au passage, une victoire complètement méritée. Pas parce que je suis le championnat italien et que je connais la majorité des joueurs italiens, non, c'est parce que dans le contenu du match, ils méritaient beaucoup plus que l'équipe de France. Mais il y a eu au début un trou d'air assez étrange de Di Lorenzo qui a été extrêmement passif. Récupération française de Barcola qui accélère et qui ajuste Donnarumma, son coéquipier de club. 1-0 pour la France, but à la 12 ou 13e seconde, but le plus rapide de l'histoire des Bleus. Donc très bien. Et ensuite, on a une impression que la France, elle est elle s'endort entre l'endormissement et entre le coma. On ne sait pas trop quoi faire, on est là sans être là. Enfin, c'est un très long moment de balbutiement durant la première mi-temps qui fait que là où on aurait pu penser que la France allait accélérer pour pouvoir essayer de mettre rapidement le deuxième but et dérouler, la France a remis l'Italie en confiance petit à petit. Parce que l'Italie se dit, bon, on est mené 1-0, mais la France n'a pas l'air de vouloir enfoncer le clou. Jouons dans ce cas-là. Et donc l'Italie, petit à petit, elle essaye offensivement. Et c'est sur une très très belle action que l'Italie va égaliser. Un jeu à 3 où Tonali fait une merveille de passe décisive à Di Marco qui, en première intention, fusille Maignan. Que ce soit l'exécution, la passe décisive et le but, absolument rien à dire. Après, il y a une faute, double faute défensive. Le fait qu'Olysée soit trop haut et donc sur le... Bon, même si, à la base, Théo est en retard sur le centre, la transversale. Olysée est un petit peu en retard, mais il arrive à revenir. Par contre, Klose, lui, on ne sait même pas ce qu'il marque dans l'histoire. Et en fait, Di Marco, il a tout le temps de faire ce qu'il veut. Et donc, il a armé sa frappe du gauche, merci, au revoir. Et Maignan, il prend un but. Le deuxième but de l'Italie, c'est sur une contre-attaque où, par contre, encore une fois, Théo est trop loin du porteur de balle. L'Italie joue vite, mais bon, la France a du répondant, mais Théo est encore une fois loin du porteur de balle. Une transversale qui va vers le côté droit donc de l'Italie. Ensuite, il y a un très beau centre qui est fait et donc Fratesi qui va derrière Saliba, entre Saliba et Konaté, il coupe comme un attaquant, vrai attaquant, coupe comme un attaquant, et boum, il a juste Maignan, qui ne peut encore une fois rien faire. Et le troisième but, c'est une grossière erreur de Saliba, et derrière, Raspadori marque.
on a vu sur ce match-là vraiment des manquements défensifs assez fous quand même, assez fous. Je comprends pourquoi Koundé notamment est titulaire à la place de Klose, parce que Koundé est quand même beaucoup plus rassurant défensivement déjà, en plus d'être de plus en plus confiant offensivement, ce qui fait que bon, il, il, ce qui fait que ben, derrière il peut il est le titulaire indiscutable au poste d'arrière droit. Ensuite, Théo aussi qui est assez en dessous à ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que notamment Lucas Digne a été titularisé contre la Belgique. C'est par rapport au fait que Lucas est fragile. Fragile, donc c'est compliqué. Bon, il me semble qu'il est encore blessé là, mais en soi, en général, il est encore fragile. Donc le mettre à un poste qui nécessite des courses répétées offensivement, maintenant, ça semble assez compliqué, faut le dire. Ferland Mendy n'a jamais tout le temps apporté satisfaction. Donc, c'est un peu compliqué. Théo, on connaît ses qualités, mais tu as l'impression qu'il... Et oui, c'est un des meilleurs latéraux au monde, mais le problème, c'est que il est cramé. Oui, il est fatigué. Ça, c'est sûr qu'il est fatigué. Mais il n'a pas eu de jour de repos depuis bien 3-4 ans, donc il est là le problème aussi. Mais après, ce qui se passe aussi, c'est qu'en équipe de France, pour juger globalement son aventure en équipe de France, il a de bonnes périodes comme des périodes un peu moins bonnes. Par exemple, en Coupe du Monde, on l'a vu qu'il y a eu des moments où ça a été extrêmement compliqué, comme par exemple en finale, il a pris le bouillon comme pas possible et il est vite sorti. Mais il a des périodes comme ça où c'est un peu plus compliqué ou d'autres où il est quand même assez rayonnant. Et je pense que là où, sur le côté droit, on commence véritablement à avoir des certitudes avec Koundé, à gauche, malgré la... C'est ça qui est fou, c'est qu'il y a une profondeur à ce poste-là, mais t'as pas je pense qu'il n'a pas entière satisfaction de Théo Hernandez. Et déjà, je sais que Théo, déjà de base, il n'avait pas totalement les faveurs de Deschamps par rapport au fait qu'il n'était pas totalement discipliné. Quand je dis discipliné, c'est pas que c'est un joueur irrespectueux ou quoi que ce soit, non, c'est juste au niveau que c'est quelqu'un qui a un penchant offensif et qui peut parfois avoir quelques petits trous d'air défensifs. C'est surtout par rapport à ça. Mais du coup, oui, ça a amené que Lucas Digne soit titularisé. Et je pense que Lucas Digne a quand même sa petite carte à jouer. Même s'il y a aussi que ce soit, je pense que si tout se passe bien, peut-être un Truffert ou un Quentin Merlin peuvent éventuellement toquer à la porte de Dédé. Hein. C'est pas impossible si les deux arrivent à faire le taf. Mais en tout cas, c'est ce qui a amené là la titularisation de Lucas Digne. Dans les autres matchs, notamment durant ce week-end, ben, la Belgique, elle, par contre, avait bien gagné contre Israël. J'avais également vu le match de la Suède. Bon, après, je ne vais pas faire le suiveur assidu. Je suis la Suède principalement pour voir les exploits de leur duo d'attaque. C'est surtout ça qui m'intéresse chez eux, donc Gyökeres et Isaac. C'est vraiment les deux qui font que j'ai envie en fait de voir ce qu'elle peut faire cette Suède-là. Après, elle est dans le groupe, dans la Ligue C, un groupe assez abordable pour elle. Hein. Azerbaïdjan, Estonie, Slovaquie, ça va. Pas des foudres de guerre, bien que la Slovaquie était pas mal durant cet Euro. Donc, il y a moyen tout de même pour eux de pouvoir faire de très belles choses. Ils ont gagné 3-1 contre l'Azerbaïdjan. Évidemment, les deux compères, Gyökeres et Isaac, se sont régalés. Gyökeres
Double passeur décisif et buteur, Isaac, double buteur. Et sur le match d'hier, la Suède a gagné 3-0. Doublé de Gyökeres et but d'Isaac. Je pense que les deux font la paire. Les deux vont très bien ensemble. Isaac, c'est quand même... c'est un style différent, mais c'est un joueur quand même assez... je trouve un joueur quand même assez fin, techniquement, très bon. Et franchement, si ce duo arrive à être bien accompagné, je pense que la Suède pourra faire de très très gros dégâts dans le futur. D'autant plus que les deux ont... Ils n'ont pas un grand écart en termes d'âge. Hein. Gyökeres, c'est un 98, Isaac, c'est un 99. Ils ont 25. Enfin, Isaac fera 25 ans ce mois-ci, hein, en septembre, dans un peu plus de 10 jours, le 21, il fera 25 ans, donc 24-25 ans pour les deux. Isaac est le plus petit, hein. Gyökeres est un 98, Isaac 99. Les deux ont quand même de beaux jours devant eux, et si tout se passe bien, s'ils arrivent à avoir une génération un peu plus forte, même s'il y a des joueurs quand même assez intéressants, hein, des Kulusevski, qui est à Tottenham, également Yen, qui est à l'Atalanta, qui est un très bon défenseur, très très bon défenseur. Ayari de Brighton également. Donc il y a quand même des choses intéressantes, mais bien évidemment, ils seront plus portés par leur duo d'attaque. Et voilà, la Suède, c'est vraiment une équipe intéressante que je suis par rapport à cela. Dans les autres matchs, il y a également eu la 901e de Monsieur Cristiano Ronaldo. Enfin, la 900e déjà. La 900e de Cristiano contre la Croatie, dans lequel le Portugal a gagné 2-1 sur une passe décisive de Nuno Mendes. D'ailleurs, c'était le 900e but de Cristiano Ronaldo. Et donc, hier, lorsque le Portugal a renversé l'Écosse 2-1, Cristiano Ronaldo, sur une autre passe de Nuno Mendes, tel un renard des surfaces, a coupé le centre et a permis au Portugal de gagner le match, de passer devant 2-1 et donc de marquer son 901e but de sa carrière. Je pense que Grégory a été doublement heureux de voir d'une part le résultat positif du Portugal, même si je trouve que le Portugal est quand même encore poussif, mais de les voir quand même gagner. L'Espagne qui se rattrape de son nul contre la Serbie 0-0, le triste nul contre la Serbie, en gagnant 4-0 contre la Suisse, malgré qu'elle ait été réduite à 10 dès la 20e minute. Le Normand a pris un carton rouge complètement mérité. Mais ils ont des hommes en forme, très en forme, notamment le milieu de terrain, Fabian Ruiz, qui marche sur l'eau depuis l'Euro, qui marche sur l'eau tout simplement. En sélection, tout va bien pour lui. Avec le PSG, il a repris doucement, hein, donc intéressant, mais il a repris doucement. Il n'a pas encore joué un match entier, c'est normal. Il a eu quand même une saison assez chargée, donc. Mais en sélection, il est titulaire indiscutable et on lui rend bien. Il est énorme, énorme en sélection. Là, il se fend d'un très beau doublé. Il y a mal encore une fois, passeur décisif. Et Ferran Torres qui clôt la marque également. Mais vraiment, Fabian Ruiz, je ne vais pas dire renaissance, parce qu'il a été bon, il y a eu des périodes où il a été même très bon à Naples, mais là, c'est vraiment, je pense, l'explosion depuis l'Euro, puisque c'est vraiment, il a pris une dimension auquel il était difficile de prévoir, mais énorme, énorme. Les Pays-Bas qui
qui gagne assez largement contre la Bosnie-Herzégovine 5-2. D'ailleurs, les Pays-Bas qui se sont fendus, enfin, plusieurs informations concernant les Pays-Bas. La belle histoire, c'est les jumeaux Timber qui sont en sélection nationale. Que c'est... J'ai le premier, mais pas le deuxième. J'ai Quentin Timber, non, Quinten Timber, qui lui est aux Pays-Bas au Feyenoord. Et il y a Jurien, pardon, Timber, qui lui est à Arsenal. Les deux donc sont en sélection, les deux sont entrés d'ailleurs en jeu et voilà, c'est beau, des frères jumeaux qui sont en sélection ensemble au même moment. Bah, c'est beau tout simplement, rien à dire là-dessus. Zirkzee qui ouvre également son compteur en sélection nationale. Et la double polémique. La double polémique. Pourquoi parce que, et je pense que ça, par contre, il aurait peut-être pas dû le faire comme ça, surtout vu ce qu'il a fait après. Ben, Koeman a commenté le transfert de Steven Bergwijn en Arabie Saoudite en indiquant que ben, il n'est plus sélectionnable parce que il juge qu'il en partant en Arabie Saoudite, ben, donc en gros, il joue dans une ligue mineure dans laquelle il ne peut même plus prétendre à la sélection. Qu'on l'entende ou pas, bon ça, après, c'est tout un autre débat. Par contre, lorsque un autre joueur qui, par contre, lui, est plus important pour la sélection, Memphis Depay, part au Brésil, puisqu'il a signé au Brésil, librement. Là, par contre, Koeman a dit que ce n'est pas des cas équivalents parce que le Brésil est un championnat plus fort que le championnat d'Arabie Saoudite, d'un meilleur niveau, et donc il resterait quand même à la disposition, entre parenthèses, de la sélection. Donc il est toujours sélectionnable. C'est un peu étrange, je trouve, quand même, de dire un truc pareil, parce que je suis pas spécialement sûr que, à son âge, en sachant que Depay peut quand même, je doute que Depay ne puisse pas jouer dans une équipe de haut tableau, que ça soit en Ligue 1, en Serie A ou encore en Espagne. Je pense qu'il a encore largement le niveau. S'il va au Brésil, je pense pas que ce soit, enfin, purement là, je pense pas qu'il aura un plus gros salaire qu'en Europe, mais juger qu'à 100% ce soit le sportif qui entre en jeu pour aller au Brésil, euh, ça serait assez étonnant, mais bon. Tant que ça pénalise pas sa sélection, et normalement, ce ne sera pas le cas. En soi, non, ça pénalisera pas sa sélection. Mais est-ce que Depay va là-bas pour se relancer footballistiquement parlant? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'à mon avis, c'était peut-être un rêve ou un kiff de jouer là-bas et derrière, il va accomplir ce rêve. D'ailleurs, Moïse Kean vient de marquer le deuxième but de l'Italie. Mais c'est quand même assez bizarre ce deux poids deux mesures parce que mais bon, c'était la double polémique aux Pays-Bas. Et bien évidemment, Bergwijn, lui, a par contre répondu assez durement en disant que globalement, cela ne se faisait pas de le descendre comme ça. Et que de toute manière, tant que lui sera là, ben, il ne viendrait plus en sélection. Tout simplement. De toute façon, il ne viendra plus en sélection. De toute façon, il ne sera plus appelé. Donc, tant que Koeman se... Oui. Et pendant ce temps, l'Italie vient de marquer un deuxième but. C'est ça, par l'intermédiaire de Moïse Kean. Et la France aussi. Ah. Un instant. Ah ouais, je viens de voir la notif. T'es devant le match aussi, Alex? Oui. Bah, t'as un décalage par rapport à moi. Très beau but en plus.
Oh, par Ousmane qui marque. Waouh, c'est tellement rare. Franchement, Kolo Muani et Dembélé qui marquent dans le même match, qui l'eût cru? Vraiment. Vraiment, vraiment. Mais bon, tant mieux, tant C'est bizarre, mieux. c'est bizarre que tu marques mieux que quand il y a Mbappé. C'est vrai, même la page de Winamax sur Facebook, ils l'ont dit. Ils ont dit ça joue mieux sans M le maudit. Ah, Ah non, après, mais ça joue. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que la France, il joue beaucoup mieux que les dernières rencontres. bah après C'est peut-être que plus équilibré. c'est. Moi, personnellement, c'est un avis que je me suis fait en regardant, que ce soit les matchs des Bleus ou les matchs du PSG. Euh, Avant, je trouvais que ça jouait pour Mbappé, et là, maintenant, ça joue pour le PSG. C'est totalement différent. C'est même valable pour l'équipe de France. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais Oh, Bah, moi, c'est ce écoute, que je ressens. je peux pas dire que je suis contre toi parce que ça a l'air fluide, ça joue un peu plus, pardon, collectif. Ça, c'est déjà plus aux offensives d'ailleurs, parce que d'habitude, je sais pas pourquoi, mais là, c'est pas de la faute de Mbappé, je suppose. Mais c'est vrai que Dédé il faisait quand même beaucoup plus défensif sur les derniers matchs. Bah là, je sais pas, ils ont plus envie de marquer. moi, je suis carrément d'accord avec toi, Alexis, ouais. Surtout depuis la mise au banc enfin, le fait que Messi et Neymar soient partis. Bah, après, de toute façon, c'était ça le but, hein. À partir du moment où tu fais partir les deux qui peuvent apporter de la variation dans le jeu et, entre parenthèses, empêcher de vampiriser le jeu, ben forcément tout était fait pour que tout tourne autour de lui, quoi, tout simplement. Donc oui, clairement. Et après, l'équipe de France, par ricochet, ben, ça s'est transformé en cela. Là où, avec Benzema, mine de rien, il y avait un contrepoids sur le papier suffisamment fort pour empêcher que le jeu tourne que autour Kylian, d'Mbappé, de Kylian. Mais par contre, c'était au détriment de Griezmann parce que ben, ce rôle d'électron libre en attaque, ben, c'est Benzema, entre parenthèses, qui l'avait. Et du coup, Griezmann était beaucoup plus en retrait lors du court moment où Benzema ben, était revenu en bleu. Mais ce moment-là, c'est, enfin, dans un sens, c'était positif parce que ça limitait en gros l'omnipotence d'Mbappé sur le jeu français. Par exemple, quand on l'a vu sur la Coupe du Monde 2022, vers la fin, ben, c'était vraiment tout pour lui pour qu'il soit le héros. Après, il l'a très bien rendu, attention, hein. Il l'a très bien rendu, mais c'était cela en fait, c'était vraiment tout pour lui. Et c'est peut-être ça le problème, surtout, surtout quand tu as autant de talents offensifs, de joueurs capables de pouvoir jouer. Je pourrais comprendre une stratégie pareille quand, si tu es, entre parenthèses, l'Italie, tu vois, où tu es en manque de gros talents offensifs, et donc tu pourrais créer un bloc équipe de joueurs qui est fort, mais qui se sacrifie en gros pour la superstar. Alors que la France, ça reste quand même à globalement tous les postes, beaucoup de joueurs de très très haut niveau. Et donc ça paraît en fait moins normal de jouer de cette sorte-là. Parce que c'est pas t'as pas des joueurs limités en fait, t'as des grands joueurs à tout, que ce soit au goal, en défense, en attaque, au milieu de terrain, t'as des grands joueurs. Donc c'est moins logique d'être aussi dépendant d'un joueur comme Mbappé. Après oui, c'est un grand joueur. C'est normal de dépendre des grands joueurs. Mais t'as as une impression que les autres, en fait, doivent être seulement des pourvoyeurs, ne peuvent plus être ce qu'ils sont. Et après, ce qui renforce ça, c'est aussi son positionnement où c'est vraiment, pour l'instant, du moins, pas du tout naturel le fait d'être placé dans l'axe pour lui. Il a pas les, on sent en fait qu'il a pas les repères, qu'il a pas ce truc-là, les appels, c'est pas, c'est encore un joueur de côté, je trouve. C'est encore un joueur de côté, sauf qu'aujourd'hui, pour moi, grand Mbappé qu'il soit, je, je ne mettrais pas Barcola sur le banc. Ça serait vraiment
bête de faire un truc pareil. Mettre Barcola, qui est en train de prendre une autre dimension et qui est très satisfaisant en bleu, ça serait bête. Après, à droite, c'est pas spécialement son poste. Mais ouais, il y a que l'Axe en fait. Il y a l'Axe et de toute manière, il est prédestiné à être pas à ce poste-là aussi en club. Donc c'est à lui de devoir s'adapter, éventuellement se réinventer pour pouvoir être performant. Hein. Mais le PSG, oui, le PSG clairement est dans un truc où c'est beaucoup plus collectif. Après, Barcola est en train d'exploser au PSG. Donc, est-ce que derrière, il ne va pas devenir l'un des hommes forts offensivement aussi? C'est peut-être, il y a aussi ça. C'est ça qui est à voir. Mais c'est vrai que le PSG est plus beau à voir, est plus beau et plus intéressant à voir jouer aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Je suis complètement d'accord avec toi. J'étais déjà de base d'accord. Mais c'est juste pour un peu plus étayer. Étayer les propos. Ah, je me disais, est-ce que Haaland était en... D'ailleurs... Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à rajouter? Non, j'ai pas d'autres éléments à ajouter cette fois-ci, à part que bon, on verra bien ce que ça donne, même si l'Italie notamment et la France sont très bien partis pour gagner leur match. Mais sinon, je n'ai pas d'autres éléments à ajouter pour l'instant concernant les matchs internationaux. Bah, j'en ai pas non plus perso. Si moi j'avais deux choses à dire assez rapidement. On avait parlé de la Nationale 2, mais il y avait aussi la Nationale 3. Hein, du côté des Girondins, ils ont perdu également face à Bayonne. Et féliciter aussi l'équipe de CC Foot, qui a été championne paralympique ce week-end. Donc, en battant les Argentins au tir au but. Donc, toujours agréable. C'est toujours satisfaisant. Voilà, donc voilà ce que je voulais rajouter. Effectivement, bien joué aux Olympiens. Cette finale qui ont vengé tellement de personnes déçues. En effet. D'ailleurs, c'est très impressionnant la manière dont ils tirent les pénaltys en CC Foot. Je ne sais pas comment ils font mais c'est très très impressionnant. La manière dont ils tapent sur le poteau et derrière le tireur, c'est comment tirer. C'est très très fort. Puis il n'y a pas un bruit quand ça tire et puis voilà. C'est ça. Puis la Ola sans bruit aussi, c'était assez. Et sur ce, nous nous retrouverons la semaine prochaine avec les débriefs de ce qui se passera au niveau des clubs, puisque les matchs de clubs reprendront. Et derrière, première journée de Ligue des Champions, où on donnera nos avis sur les prochains matchs qui arriveront. Sur ce, passez une excellente fin de soirée et un bon début de semaine. Au revoir.